Environ 400 000 Français sont chaque année victimes de ce que l'on appelle la criminalité identitaire, qui comprend notamment l'usurpation d'identité. Quelqu'un vole vos papiers ou vos données sur Internet pour retirer de l'argent, voire commettre des délits en votre nom. Et les escrocs n'ont pas besoin de grand-chose pour agir. Malheureusement, c'est ce qu'on va voir dans ce dossier, et on va surtout essayer de mieux se protéger. Vous pouvez réagir et questionner nos invités sur la plateforme de La Quotidienne, france5.fr, ou sur Twitter, #La Quotidienne. Et avec nous pour parler de tout ça, Bernard Ourganlian, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur technique et sécurité de Microsoft France, parce que Internet est évidemment l'un des lieux sensibles aujourd'hui pour nos données personnelles. Vous nous expliquerez comment on peut mieux se protéger au quotidien. À vos côtés, Stanislas Godon, bonjour, il revient nous voir. Vous êtes policier secrétaire départemental du syndicat Alliance. Vous nous direz quels sont les cas d'usurpation les plus fréquents et pourquoi les démarches sont si longues, parce qu'on va le voir aussi, c'est souvent très très compliqué et c'est un véritable parcours du combattant pour les victimes. On va le voir dans ce dossier notamment avec notre témoin Dalila Bouezila. Bonjour Dalila, vous êtes officier d'état civil à la mairie de Vieux-Condé. Vous vous êtes fait voler votre identité en 1998. 16 ans après, le dossier n'est toujours pas clos. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Est-ce que vous faites dans l'association que vous avez créée pour aider les victimes? Stanislas Godon, il est terrible ce témoignage de Charlie qui dit qu'il a peur. On voit qu'il a dû enquêter lui-même parce que rien n'a avancé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police n'avance pas plus? Que fait la police? C'est une très bonne question. Déjà, la police, elle travaille avec les moyens qui sont mis à sa disposition. D'abord en termes de matériel et ensuite en termes d'effectifs. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, suite à la RGPP, donc la Révision Générale des Politiques Publiques, il y a quand même eu une baisse des effectifs assez significative. Et c'est vrai qu'en termes d'investigation, ça a un impact, puisque l'investigation demande du temps et des moyens matériels et humains. On a vu Christophe aussi dans le sujet. Lui, il a expliqué qu'il a porté plainte tout de suite après le vol de son portefeuille, mais il est inquiété quand même un an après. Comment ça se fait? Parce que d'abord, il faut savoir que ceux qui volent ou qui usurpent l'identité, puisque c'est le terme exact depuis l'OPSI 2 et notamment l'infraction qui a été caractérisée en 2011, il faut savoir que d'ailleurs... Il y avait un flou juridique, enfin il y a un vide juridique plutôt, c'était pas sanctionné l'usurpation d'identité jusqu'à 2011. En fait, seules les conséquences étaient nomenclaturées dans le code pénal, et en 2011, suite à la LOPSI 2, donc est apparu l'article 226-4, qui en fait a nommément désigné ce qu'on appelle l'usurpation d'identité, qui est punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Mais Dalila, il existe un fichier national des victimes, par exemple, de vol d'identité, pour éviter que même quand on fait les démarches, qu'on va porter plainte, quand on est embêté un an après, ça peut pas tout de suite être signalé? Il y a déjà un fichier qui est établi et qui se trouve au ministère de l'Intérieur, mais le problème c'est qu'il n'est pas consulté. Donc il n'y a pas de mise à jour. Donc s'il était consulté ce fichier, il est évident que dès l'instant où on a une identité qui est usurpée, donc on va pas aller interpeller la victime, mais on va continuer à suivre, mais c'est pas le cas. Donc à chaque fois, la victime est interpellée, conduite au poste, interrogée. Donc c'est un enfer, c'est une chance. Et j'imagine qu'il n'y a pas non plus d'équipe de police spécialisée dans le vol d'identité, ça n'existe pas. Non, pas spécialisée dans le vol d'identité. Après, on en parlera, c'est plus sur la cybercriminalité où là, effectivement, il y a des unités qui commencent à réellement travailler. Protéger ces photos, les rendre accessibles à un très petit nombre de personnes, c'est un conseil qu'on peut donner. C'est pas simple, mais oui. Non. On a reçu un SMS, c'est quand même incroyable que les victimes de vol d'identité soient obligées de prouver leur innocence. C'est vrai que c'est assez lunaire, ça. Ouais. Tout simplement parce qu'effectivement, l'action publique, elle va s'arrêter au moment où les personnes vont être interpellées et condamnées. Et tant qu'en fait les personnes ne sont pas interpellées et paraissent au tribunal, et ben effectivement l'action elle continue. Et l'action elle continue envers les personnes identifiées, même si ce ne sont pas leurs vraies identités. Donc c'est vrai que c'est un cercle un peu vicieux et qui évidemment les victimes sont doublement impactées. C'est ça, parce qu'il faut non seulement prouver son innocence, qu'on n'a pas commis un délit qui a donc été commis en son propre nom, parfois ici il faut reprouver son identité, c'est le cas de 75 000 personnes chaque année. Comment on fait, Dalila, pour prouver qu'on est bien soi? Il faut être muni d'un maximum de documents. Ça veut dire extrait de naissance, l'acte de naissance, livret de famille, pièce d'identité, permis de conduire, passeport, et puis être entouré de personnes qui vont certifier à l'administration judiciaire que vous êtes bien la personne que vous dites être. Voilà. C'est quoi les cas les plus fréquents d'usurpation d'identité? Rapidement, c'est quoi? C'est les plaques d'immatriculation? Les plaques d'immatriculation, oui, effectivement, parce qu'il y a un double impact. Ça permet d'échapper à tout ce qui est contravention, délit routier.
Il y a une deuxième chose sur les fausses plaques d'immatriculation, c'est que souvent ces véhicules servent à commettre des braquages avec les plaques évidemment des c'est arrivé à Gérard, il nous l'a raconté tout à l'heure. Ouais. Donc effectivement là ça peut avoir des conséquences assez importantes. Après évidemment vous avez tout ce qui est financier, avec les fraudes notamment chéquier, carte bleue. Après vous avez aussi dernièrement un gang a été démantelé avec des ventes de pièces d'identité, des packs, ce qu'on appelle des packs pièces d'identité, avec les permis de conduire, carte d'identité, qui peuvent aller jusqu'à 6 000 € quand même. Mais ça, il faut que vous nous expliquiez, parce que ce sont des vols physiques qui restent aujourd'hui les plus importants par rapport aux usurpations sur Internet. Mais ça veut dire quoi? C'est dans nos papiers officiels qu'on donne? Comment on peut se protéger de ça? Alors dans cette affaire, c'est un très bon exemple. Il faut savoir que c'est donc le chef de ce gang s'est fait passer pour un chef d'entreprise auprès d'une agence d'emploi et il a demandé à ce qu'il y ait des candidats. Et il y a eu 200 personnes qui ont donné des CV, des attestations, des photocopies de livrets de famille. Ah ouais. Donc après, évidemment, il a pu utiliser toutes les données de ces personnes-là. Mais dans ce cas-là, il y a aussi des trucs qu'on jette dans les poubelles, j'imagine. Tout à fait. Donc ça, vous avez un conseil à donner? Il faut broyer, tout ça. Broyer, brûler dans la cheminée si vous en avez une. Enfin, il faut pas qu'il y ait de traces dans vos poubelles parce que évidemment lorsque les malfaiteurs mènent des investigations, c'est un peu le rôle qui est inversé. Ouais. Et ben effectivement, voilà, tout à fait. Eux en fait ils prennent évidemment les données et après ils les utilisent comme ils peuvent avec des préjudices qui peuvent aller très très loin. L'exemple de madame. Tout à fait. Il y a aussi les documents que l'on fournit aux administrations. La question qu'on se pose, qu'en font-ils? Est-ce qu'elles sont détruites? Est-ce qu'elles sont stockées? Donc là aussi, il y a parce qu'il y a aussi énormément de fraude aux prestations sociales. Il faut le dire aussi ça. C'est une grande partie, c'est ça les fraudes. L'UNEDIC à 1,4 milliard d'euros, la CAF, la CNAM, tout ça. Énormément de prestations sociales sont détournées par le biais de ces fausses identités. Tout à fait. À retenir avant de refermer ce dossier, d'abord, si vous devez jeter des papiers importants, on l'a dit, pensez à les détruire, soit en les brûlant, soit en utilisant une broyeuse. Donner aux poules éventuellement, voilà, aller chez Valérie, ou à la limite vous les découpez avec des ciseaux et vous les jetez dans des poubelles différentes si possible. On vous rappelle qu'il existe des associations comme On a volé mon identité, l'association des victimes d'escroquerie et d'usurpation du net. Chacune est en mesure de vous aider pour les procédures administratives et judiciaires. Il y a aussi des collectifs qui sont destinés à peser davantage lors des jugements. Je pars sous votre contrôle. Et puis en cas de fraude avérée, vous pouvez il faut d'ailleurs aller directement déposer plainte au commissariat le plus proche. On ne vous garantit pas qu'ils vont agir dans la seconde, mais ils devraient pouvoir répondre à votre problème. Si vous êtes victime d'une tentative de phishing, de hameçonnage dont on a parlé sur le net, vous pouvez le signaler sur le site www.phishing-initiative.com. En une demi-heure, elle sera vérifiée, mise sur liste noire, ce qui veut dire que le prochain internaute qui visitera ce site signalé verra s'afficher tout de suite une page d'alerte. Et puis il y a une bonne solution aussi contre les spams dont on parlait tout à l'heure, c'est de créer une adresse email poubelle, celle qu'on peut laisser traîner sur tous les sites qui vous demandent votre adresse email. Enfin, vous en créez une, poubelle@hotmail.fr, et comme ça vous recevrez plus ces mails désagréables. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, nous aider à mieux nous protéger. Merci à Marine Bontournout et à Gaël Grondon qui nous ont aidés à préparer ce dossier.